Comment être créatif et innovant dans sa prospection? J'invite Yacine Diouri pour nous parler de ce sujet ô combien important. En effet, si vous souhaitez vous démarquer dans le brouhaha constant de la prospection, cet épisode est fait pour vous. On va bien entendu parler de la solution de Yacine, Manuscrit, qui permet d'écrire et d'envoyer des lettres manuscrites via des robots. Mais on va voir également comment rendre personnels ces messages de prospection et avec quels outils, comment être authentique et transparent dans sa prospection, et l'importance de créer son personal branding. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hubspot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yacine Diouri. Yacine, salut. Salut Alexandre. Alors Yacine, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, nous expliquer un peu ton parcours rapidement et ce que tu fais aujourd'hui? Avec grand plaisir. Alors, je suis du coup cofondateur de Manuscrit, qui est une plateforme de création et d'envoi automatisé de cartes écrites au stylo. Et j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans la vente. Je suis passé par différents métiers et différentes boîtes. J'ai commencé dans un cabinet de conseil en nouvelles technologies en tant qu'account développeur. Après, je suis allé dans une petite agence de design où j'ai fait aussi du bizdev pas mal et de la gestion de projet. J'ai monté une entreprise il y a 2 ans et demi que j'ai fail fast, comme on dit. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on est plus ou moins allé dans le mur et j'ai coché tout ce qu'il fallait faire pour rater une boîte, mais j'ai pas mal appris. Et après, j'ai fait un peu de freelance en bizdev, ce qui m'a permis de rencontrer Tristan, qui est mon associé sur Manuscrit, qui travaillait sur du coup la plateforme et le service dont on va parler un petit peu, et qui, voilà, après 3 mois de freelance où je l'ai aidé un petit peu à tester le marché, m'a proposé de m'associer avec lui. Et depuis, du coup, je gère la partie bizdev de Manuscrit et je suis cofondateur avec Tristan. Ok, merci beaucoup. Alors avant de commencer le sujet du jour, en fait moi je voulais te faire intervenir dans le podcast parce que tu m'as prospecté pour Manuscrit. Je trouvais l'idée et l'outil génial. Est-ce que peux nous expliquer un peu plus, on a compris c'était pour envoyer des lettres manuscrites de Ouais. prospection. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est fait, même si moi je connais déjà la réponse, mais Ouais. c'est pour les auditeurs qui peut-être Ouais, alors se ouais, demandent. peut-être pour bien comprendre un peu ce qu'est Manuscrit et pourquoi on a lancé ce service, ce qui peut être intéressant, c'est de repartir de comment on a lancé la chose et pourquoi on l'a lancé. En fait, du coup, Tristan, qui avait un ancien business, qui était une agence, dans le cadre de sa prospection et même de son expérience client en B2B, et en fait, il écrivait des cartes de remerciement après des projets, de prospection également, parce qu'en fait, il a constaté que le canal postal est un canal sous-exploité et qui n'est plus du tout utilisé, et que ça a permis de sortir un petit peu du lot et voilà, de toucher des cibles qui sont intouchables ou très difficilement touchables via email ou même en phoning. Et puis, voilà, il y passait beaucoup de temps, il avait mis des stagiaires, enfin voilà, c'était assez long et forcément très chronophage de faire ça. Il ne pouvait pas automatiser non plus de scénario, c'était compliqué. Et il s'est dit, est-ce qu'il y a une solution qui permet de faire ça? Il a cherché un petit peu et il a trouvé une solution qui s'appelle Handwritten, qui est aux États-Unis, qui a été lancée aux États-Unis, qui a à peu près 5 ans et qui explose aux États-Unis. Et il s'est dit, OK, je vais regarder comment je peux reproduire un peu ce modèle, sachant que les États-Unis ont toujours un petit peu de l'avance. Euh, il a travaillé pendant un an sur l'outil principal dont je vais parler, qui est en fait le robot qui permet d'écrire les cartes au stylo et un algorithme qui permet de reproduire les imperfections humaines. Et il a créé derrière la plateforme qui permet finalement à n'importe quelle équipe marketing
ou sales, de programmer des envois, de faire des campagnes avec beaucoup de personnalisation, que ce soit dans l'écriture, dans les variables qu'on peut mettre à la manière d'un emailing ou même dans le design de la carte. On peut faire beaucoup de choses avec Manuscrit. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réintégrer ce canal courrier pour vraiment du quali. Et c'est pour ça que voilà, on va avoir des sollicitations pour des envois massifs de prospectus. C'est pas du tout notre idée. Notre idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'émotion et d'aller toucher différemment ces cibles en étant créatif et en utilisant ce canal qui est moins exploité et qui fait toujours un petit peu d'émotion. Je sais pas toi, Alexandre, mais moi, ça m'arrive assez rarement aujourd'hui de recevoir une belle enveloppe écrite au stylo, avec derrière une carte écrite au stylo. Donc forcément, je suis beaucoup plus attentif à ce genre d'envoi. Et forcément, en termes d'ouverture et de lecture, ça marche très très bien. Oui, effectivement, moi j'ai pratiqué dans mon expérience, ma carrière commerciale, l'envoi de lettres manuscrites à une certaine cible, et on avait fait peut-être un multi-postage avec la poste, donc de peut-être plusieurs centaines de lettres. Ouais. Et en fait, ça nous avait pris 2 semaines pour à la fois rédiger, mais même rien que mettre les lettres dans des enveloppes avec une adresse. Rien que ça nous a pris, on était plusieurs en plus à le faire, ça nous a pris des jours et des jours. Et effectivement, le retour sur investissement, donc en termes de coûts chiffrés à la poste, ça nous avait coûté peut-être un billet de 1 000 euros. Ouais. Mais après, en termes de coûts humains, là, c'était beaucoup plus important. Mais Ouais. malgré ça, le retour sur investissement était intéressant parce qu'on a réussi à faire des ventes grâce à cet envoi-là. Et on pourra en reparler aussi. C'est une bonne manière de transformer ensuite de la prospection mailing ou téléphonique, de la transformer c'est plus de la prospection froide, mais c'est de la prospection tiède parce que les gens ont déjà reçu une lettre manuscrite. Donc tu peux les appeler et leur dire: est-ce que vous avez reçu ma lettre? Et normalement, s'ils l'ont bien reçu, ils vont se souvenir de toi parce que c'est différenciant. Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est et parfois quand tu vois, quand je fais des démos ou quand on me pose la question sur l'acquisition, je sens que certaines personnes croient que c'est en gros un canal magique et que sur 100 envois, ils vont avoir 90 réponses directement de personnes qui vont les appeler. C'est pas un moyen magique, mais c'est néanmoins, en fait, dans le cadre d'une séquence multicanal, un super point d'accroche et une superbe façon de se démarquer des 40 emails que la personne va recevoir. Donc voilà, c'est quelque chose, un petit plus. Et un moyen d'actionner, tu parlais de phoning, effectivement, le fameux icebreaker en phoning dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que je dis en premier? Enfin, on sait que les 10 premières secondes en phoning sont essentielles. D'aller dire juste est-ce que vous avez reçu ma carte? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, ça crée tout de suite quelque chose une proximité et de l'émotion auprès de la cible pour engager après la discussion et voilà, et pour essayer d'aller chercher un rendez-vous notamment. Ouais, très bien. Alors bon, l'épisode aujourd'hui ne sera pas sur manuscrit, même si on va en reparler. On va plutôt parler justement de la prospection et notamment des expériences de prospection créative. Donc par exemple, l'envoi de lettres manuscrites, ça en est une. On va essayer de discuter de d'autres types de prospection. Juste avant de te poser la première question sur la prospection, comment être créatif dans la prospection, est-ce que tu as déjà un peu des stats sur manuscrit, sur est-ce que les gens ouvrent les lettres, est-ce que les gens répondent, est-ce que tu as un peu ça? Et après, on passera au sujet du jour. Ouais, avec plaisir. Effectivement, c'est un sujet qu'on aborde souvent avec les personnes qui se posent la question d'intégrer ce canal-là. On a essayé de faire des tests sur des campagnes qu'on a faites, nous, euh, et on a tout simplement en fait rappelé les gens et essayé de voir quel était déjà le taux d'ouverture. Aujourd'hui, sur plusieurs campagnes, on estime qu'on est à un taux d'ouverture autour de 95%, ce qui, bien sûr, suivant les moments, et on en parlera, est plus ou moins vrai, parce que pendant le confinement, bon, beaucoup de gens étaient en télétravail, par exemple, donc les chiffres étaient un peu moins pertinents. Mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'à peu près, et il y a d'autres statistiques qui ont été faites à plus grande échelle, une lettre
arrive à 95% et est ouverte à 95%. Et après, sur les taux d'engagement qu'on peut avoir, c'est sur du multiséquence. Donc, on rajoute toujours une couche de phoning ou une couche de mailing. On arrive à avoir des campagnes autour de 50% d'engagement de gens qui répondent, qui disent on a bien reçu la carte, merci. Enfin voilà, avec une création d'échanges. Donc voilà, c'est des taux qui sont difficilement atteignables en emailing seul ou en phoning seul. C'est encore une fois, mais c'est pas des chiffres seuls non plus. Donc c'est pas juste le canal courrier qui permet d'avoir ça. C'est bien un ensemble de canaux et une séquence bien faite avec de la créativité. Et c'est pour ça aussi que je voulais aborder ce sujet-là avec toi. C'est de dire si on utilise par exemple la carte manuscrite pour écrire un mot et directement dire bonjour un tel, mon service c'est ceci, ceci, ceci. Presque ça ressemble à un produit marketing, on tombe dans le prospectus basique, l'impact il est proche de zéro. Si on utilise la carte manuscrite comme un point malin ou voilà, une façon créative d'aller chercher sa cible et d'être différenciant, à ce moment-là, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et on pourra en reparler, mais partir de la carte manuscrite et créer un peu une expérience prospect en étant créatif à chaque étape, c'est ça qui fait que ça fonctionne bien et c'est pour ça que je voulais replacer un peu la créativité au centre du processus de vente parce que je trouve qu'aujourd'hui on entend beaucoup alors il y a un célèbre podcast qui dit la vente c'est 80% ou 20% d'art et 80% de science. C'est vrai, mais en même temps, les 20% d'art, c'est essentiel et la créativité en fait partie. Et voilà, je trouve qu'on a tendance parfois à entendre beaucoup ce discours de faut homogénéiser pas mal de choses, faut organiser, faut avoir des sales qui sont voilà, des closers, des nanana, hyper segmentés. Et on oublie parfois ce côté un peu créatif qui est aussi à cheval avec le marketing, mais qui peut faire la différence et qui doit faire la différence, je trouve. Ouais, alors tu devances un peu ma Ouais. première question sur le sujet du jour, hein. Donc c'est pourquoi innover dans la prospection et être créatif. Donc pourquoi tu as choisi ce sujet, même si tu as commencé déjà à y répondre, hein, en partie. Bah écoute, moi, du coup, c'est plus sur ma dernière expérience un peu de freelance. Ouais. Euh, alors, je suis un sales, comme j'avais entendu un jour sur un podcast, Jérémy de Spendesk, c'était un des Oui. premiers fondateurs de Spendesk, qui décrivait un peu l'évolution de l'équipe commerciale et les profils qu'il fallait à chaque étape de l'équipe commerciale, avec en début de lancement dans une startup, cette idée d'avoir un commercial ou un sales qui est un peu full stack, qui est capable d'être créatif, de closer, voilà, mais qui finalement est assez moyen partout, entre guillemets, ce qui me correspond pas mal. Je me considère comme moyen partout. Alors, peut-être moyen plus, mais voilà, j'aime bien toucher à tout. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que dans mon approche un peu de la vente, et ben, j'aime bien prendre des temps où je suis hyper créatif. J'aime bien prendre du temps où je vais dérouler une organisation un peu plus figée, et un peu plus. Mais je trouve vraiment que aujourd'hui, par exemple, dans mon expérience de freelance, je me suis rendu compte que ce qui a marché, ce qui marche à un moment ne marche pas juste après. Voilà, on a l'impression de trouver des techniques et quelques semaines ou mois plus tard, que ce soit dans les canaux, que ce soit même dans les outils, dans l'approche ou le discours, on va avoir finalement quelque chose qui ne marche plus forcément alors que 2 mois avant, on voyait ça partout et c'est ce qui fonctionnait bien. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, c'est cette créativité et cette capacité à toujours se réinventer aussi dans la vente et dans la façon de vente qui fait que tu arrives à avoir des super résultats. Ouais, c'est vrai que ça va être aussi un peu notre discours lors de ce podcast, c'est que tu peux avoir les meilleurs outils de prospection du monde, hein, on en parle pas mal dans ce podcast, mais Ouais, tu as la créativité, tu as aussi ce qu'on appelle le copywriting, la manière ouais, d'écrire et comment tu écris, parce que effectivement, tu peux avoir par exemple le manuscrit, mais si tes lettres, elles sont pas terribles, elles ressemblent à un message quelconque, les gens vont pas être engagés, vont pas répondre et vont le jeter à la poubelle. Et, ouais, et, et- complètement. et donc la créativité, ouais, c'est les outils, mais c'est aussi le discours, l'approche. C'est assez important là-dessus. Et là aussi, c'est vrai que dans la vente, peut-être qu'on n'insiste pas assez sur ce côté de, bah, à un moment donné, le commercial, on lui demande beaucoup de choses et on lui demande notamment de bien écrire, bien parler, bien communiquer.
Et ça, c'est peut-être une qualité qu'on ne fait pas assez travailler dans les écoles ou dans les boîtes, quoi. Ouais, complètement. Et même, j'irais même encore plus loin. Parfois, tu as l'impression d'avoir trouvé ton copywriting, tu as l'impression d'avoir, par exemple, de l'emailing, d'avoir une superbe séquence impactante où tu as trouvé le pain point de ta cible. Et puis, ton approche, finalement, bah, j'ai plein de gens, moi, quand j'envoie des séquences, qui me disent: «Ah, j'ai bien aimé ton approche, bah, je l'ai partagé à mon équipe». Et en fait, c'est des approches qui vont commencer à se voir beaucoup, qui vont commencer à se Ouais. reproduire, qui vont commencer à. Et du coup, ce qui marchait bien, voilà, en début d'année, la personne et les cibles, notamment des cibles sursollicitées, qui sont par exemple des directeurs marketing, des CEO, des cofondateurs, directeurs achats, toutes ces cibles un peu, voilà, sursollicitées. Bah, après avoir reçu 10 emails qui disent voilà, j'ai suivi votre profil LinkedIn, j'ai trouvé, j'ai accro, bah, ça fonctionne plus du tout et on a des résultats qui chutent. Et moi, en ayant du coup à un moment en freelance, j'ai eu jusqu'à 7 boîtes que j'ai accompagnées et pour qui je faisais des séquences. Et je me rendais bien compte qu'il fallait perpétuellement, tous les mois, se reposer la question, se redire, bah ok, on avait une bonne séquence qui fonctionnait, est-ce qu'on la challenge pas? Est-ce qu'on va essayer voilà, de trouver une autre idée? Est-ce qu'on va rajouter un canal pour voilà, multiplier les chances d'avoir des rendez-vous? Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il faut toujours se réinventer et c'est la créativité aussi qui permet de faire ça. Il y a aussi des choses qui sont un peu conjoncturelles, mais le phoning, enfin moi c'était un outil, j'entendais tout le monde et j'étais complètement d'accord, qui dit en termes d'efficacité avant le confinement, qui était un outil voilà, où je pense qu'il fallait y passer. Bah, pendant le confinement, tu perds, moi j'ai perdu 50% de ma capacité à prospecter parce que ça marchait plus, tout le monde était en télétravail. Et là, il faut se réinventer aussi, il faut trouver d'autres idées. Voilà, c'est un peu ça qui fait, je trouve, que notre métier est aussi passionnant. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que, par exemple, à un moment donné, l'Emlist, dont on parle pas mal dans ce podcast, s'est fait connaître parce que tu pouvais intégrer des images, notamment des images où tu avais tu vois, un café Starbucks avec le nom de ton Ouais, prospect. je l'ai Et fait, ça, je dois voilà, ouais. l'avouer, je l'ai Et, fait. et ça, quand c'est sorti, tout le monde était là, mais c'est génial et tout, et tout le monde l'a utilisé. Et au bout d'un moment, bah, tu t'en peux plus, quoi, de voir cette image. Tu le mets à la poubelle tout de Complètement. suite, quoi. Ouais, Et complètement. puis après, tu as d'autres pratiques où on en parle. Par exemple, tu vois, la vidéo dans un mail de prospection, mais la vidéo très personnalisée. Et parce que c'est très personnalisé et donc chronophage et que ça prend du temps, en fait, finalement, peu de gens le font et quelques gens essayent, et moi j'en ai fait partie, mais en fait, tu le pérennises pas dans le temps parce que c'est trop chronophage, ça demande trop de temps, trop d'énergie. Et c'est là où je pense que des solutions comme Manuscrit sont intéressantes parce que tu arrives à automatiser quelque chose qui normalement prend énormément de temps. Ouais. Alors, j'ai pas encore réussi à automatiser la vidéo personnalisée parce que tu peux automatiser des vidéos pas personnalisées, mais personnalisé, j'ai pas encore Écoute, réussi à je le faire. crois que j'ai vu un tool qui vient de sortir sur ce sujet-là, Ah oui, euh, qui est un peu flippant parce qu'en fait, ils vont enregistrer ta voix et ils vont être capables, au même titre que tu as des variables, tu vois, de transformer un peu ta voix ah oui. et je crois que tu peux le faire. J'essaierai de retrouver l'outil et tu pourras peut-être le partager après. J'essaierai de te le transférer, mais j'ai vu en tout cas peut-être une bêta sortir sur ce sujet-là. Ça va venir. Après, c'est toujours la même chose. Il faut trouver un équilibre entre effectivement euh, bah, automatiser, trouver des solutions pour personnaliser sans tomber dans le truc un peu creepy. Il y a des séquences limite sur LinkedIn où j'utilisais à un moment la solution qui s'appelle Wallaxy où finalement Oui. tu as plein d'actions, tu follow, et en fait à un moment je me dis la cible elle doit se dire mais si le mec il me stocke depuis je sais pas combien de temps pour me voir, c'est presque un peu flippant, quoi. Donc faut trouver le juste milieu, je trouve. Ouais, et d'ailleurs, effectivement, Wallaxy, bah, qui s'appelait avant Prospecting, sont passés dans ce podcast. Et ils ont une croissance très très bonne, bah, comme l'Emlist, hein, sur ces outils-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens investissent beaucoup dans la prospection et je pense que c'est très bien. Mais du coup, comme tu le dis, ça perd un peu de sa valeur parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde inonde LinkedIn de messages automatiques et c'est là où la créativité est importante.
c'est comme mon outil Vive. Enfin, c'est un outil et il faut savoir mettre de l'humain dedans. Et toi, tu voulais nous parler notamment de l'affect. Tu m'en as parlé un Ouais, peu en off. Est-ce que ouais, tu peux effectivement. me Mmh. parler de ce sujet? Pourquoi tu voulais parler de l'affect? Ouais, bah, en fait, je pense que ça vient un peu de, je te parlais un peu de mon profil un peu de sales. Je suis un profil très, très émotif, on va dire, et tu vois, je suis pas le chasseur froid qui est capable d'aligner, tu vois, je sais pas combien de calls à la journée, je le reconnais, c'est pas du tout ma force. Euh, je vais être quand même chamboulé si jamais j'ai eu un call qui s'est pas bien passé. Je vais me poser la question pourquoi mon approche n'a pas été bonne. Mais du coup, en fait, j'ai retourné ce côté-là et je me suis dit, en fait, cet affect, si on prend un peu de recul, combien de fois on entend, je sais pas, j'ai réussi à closer ce deal parce qu'en fait, à un moment, la personne en face, presque, elle t'apprécie, elle te fait confiance, tu l'as touché un peu différemment ou elle a du respect pour toi. Et c'est presque, c'est presque mon outil principal aujourd'hui dans ma façon de vente. Je vais à la fois me projeter sur quelle est cette personne que j'ai en face de moi, quel est son besoin, mais ça passe aussi avec cette capacité à être assez créatif, à comprendre la personne, à répondre et à ne pas sortir un discours prémâché. Et ça, pour moi, c'est aussi cette capacité à être créatif dans l'émotion, dans l'affect, dans la façon aussi de transmettre un peu ses convictions, de partager ses techniques. Tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui est essentiel et Ouais. que j'en fais maintenant un peu mon outil principal. Et voilà, j'assume ce côté très émotionnel dans la façon de vendre et je le reproduis aussi dans mes séquences, je le reproduis dans les cartes que j'envoie, je le reproduis. J'hésite pas à aller dans l'émotionnel à fond. Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin et qui permet de se distinguer. Après, on n'aime pas. Il y a certaines personnes qui effectivement vont te dire, enfin, vont trouver peut-être que ça va un petit peu loin. Moi, je crée cette relation et j'ai envie de la créer. Ouais, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Virgile Bénianière, qui est coach de vente, hein. Et lui, c'est l'épisode où on a parlé notamment de bienveillance dans la vente. Mm. Et lui, en gros, dit un peu ce que tu dis, en fait. Alors, il appelle pas ça affect, mais plutôt bienveillance, en disant que tu peux, voilà, tu peux aider quelqu'un, l'accompagner, lui donner des choses, etc., des conseils, etc. Et si la vente doit se faire, elle se fera tôt ou tard. Alors lui, du coup, c'est un peu un contre-pied de si t'es pas agressif, si tu relances pas Ouais, constamment, etc., la vente se fera pas. En fait, il faut savoir trouver, comme tu l'as dit, hein, là où sont tes forces, là où sont aussi tes faiblesses. Connais-toi toi-même, comme dit Descartes. ouais, ouais. Mais tu as parlé de quelque chose d'intéressant, c'est la différenciation dans la façon de vendre. Et tu as parlé de toi, essayé d'être dans l'émotionnel. Est-ce que tu as des exemples de ça quand tu arrives à être dans l'émotionnel, dans par exemple un mail de prospection ou une carte Ouais. manuscrite? Ouais, Tu as un ouais, exemple? complètement. Complètement. Tu vois, si je te prends cette idée d'assumer un peu qui tu es, d'être dans l'émotionnel, en fait, moi, je vais me présenter, tu vois, mais je vais me présenter pas forcément d'une façon, bon, je suis cofondateur de Manuscrit, j'ai fait ceci, cela. Je vais dire ce que j'aime. Donc, tu vois, j'ai fait des séquences. Alors, il faut l'adapter à sa cible, hein. On va pas, voilà, Oui. c'était une séquence où je targetais des gens plutôt, je savais plutôt ouverts, que je savais. Donc, j'adapte aussi à la cible, mais je commence mon mail en disant, tu vois, c'était des gens de la com, mais c'était pour un client qui était une agence de branding. Et je commençais mon mail en disant bonjour, je suis Yacine, j'aime la musique techno, les légumes et je sais plus l'émission intérieur sport, tu vois. Et en fait, j'ai créé, tu vois, je crée ce petit icebreaker en parlant un peu de ce que j'aime, de qui je suis. J'assume le fait que potentiellement, effectivement, il y a certaines personnes qui vont trouver ça pas déplacé, mais peut-être un peu trop, un peu too much. Mais je crée de l'émotion et j'ai eu des retours d'email en me disant on n'est pas forcément intéressé, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelque chose un peu honnête et voilà. J'ai des gens et on a closé 2 deals qui partent de ça, alors que pendant 3 mois j'ai envoyé des emails en étant voilà je suis business developer de telle agence, j'ai vu des trucs hyper personnalisés, j'ai vu que votre logo nanana et ça marchait pas. Donc Ouais. ce côté émotionnel, il faut assumer aussi. Moi je pense qu'il y a beaucoup de ventes qui se font et moi-même d'ailleurs quand on me démarche je suis touché par des gens où je me dis,
il a quelque chose. Effectivement, il n'a pas son discours pré-mâché. Presque, je pourrais être pote, mais je pourrais partager énormément de choses avec cette personne-là. Et Ouais. du coup, j'essaye aussi je pense que j'ai un caractère plutôt agréable, que je suis un enthousiaste, et je pense que j'ai une solution qui peut aider les gens, et je veux me servir de qui je suis aussi pour créer de l'émotion, pour créer une discussion, et pas juste finalement aligner Des comprendre scripts. des pain points et aligner des réponses en face des pain points. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai que tu as raison. Hein, tu t'essayes de te souvenir un peu des gens qui t'ont prospecté. Tu te souviens de peu de choses. Moi, je me souviens du coup de ton mail de prospection puisque je t'ai invité. Et je me souviens aussi de HubSpot qui, lui, m'avait fait une vidéo. Alors, pour le coup, elle n'était pas personnalisée, mais c'était la première fois que je recevais une vidéo en prospection, donc ça m'a marqué. Et c'est vrai que cette idée de, par exemple, parler de qui tu es à travers, par exemple, de passion, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est intéressant. Et en plus, si tu arrives à connecter avec une passion de ton interlocuteur, donc si tu t'es renseigné un peu et que tu as vu que la personne en face aimait, par exemple, le même sport que toi ou la même musique, ça Ouais. pourrait être encore plus puissant, je pense. Ouais, complètement, complètement. Mais Donc, un oui, autre oui. truc, tu vois, des petits ajouts qui sont, je considère que c'est un peu de la créativité, mais dans ma signature, j'ai plein de séquences qui partent et où en fait, je partage une soi-disant musique que j'écoute sur le moment. Donc c'est un espèce de petit gif qui est marqué, qui dit écoute maintenant et le titre d'une chanson. Et voilà, je partage ce lien, ça bouge un petit peu, et j'ai des gens qui me répondent en me disant ah, moi aussi j'adore ce groupe, ou j'adore cette. Et ça crée un contact, ça crée quelque chose. C'est tout bête pourtant, mais tu vois, bah ouais, ma signature, c'est pas juste le poste, le numéro. Bah, je rajoute un petit truc. Et régulièrement, je challenge cette signature en me disant qu'est-ce que je peux mettre un peu différenciant pour créer la relation et créer une discussion. Intéressant. Je crois que les auditeurs ont compris que tu étais un amoureux de la musique. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'ai même été DJ à mes heures perdues. Pas mal, pas mal. Bon, on va passer à la période DJ. Et, Je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux. ouais, et tu voulais aussi nous parler de la raison d'être innové, notamment en ce moment. Et tu voulais nous expliquer aussi que la conjoncture fait que Ouais, finalement, tu n'avais pas trop le choix aussi que pour te démarquer, fallait ouais, bien sûr. absolument penser à être créatif, quoi. Effectivement, on en a parlé un petit peu, mais tous ces outils, tu vois, d'automatisation qui facilitent finalement la prise de contact un peu massive, bah, ils sont un peu utilisés à outrance, pas toujours correctement. Enfin, je reçois effectivement, comme tu l'as décrit, encore beaucoup de gens qui mettent leurs photos avec un bras nu et avec mon nom en tatouage sur le bras en me proposant, en disant que ça match super bien et qu'il faut qu'on se rencontre avec la solution Lemlist. Voilà, je pense qu'on en reçoit tous, mais pléthore, et presque ça énerve. La séquence avec la relance, moi je me rappelle effectivement d'un podcast, je sais plus, de Maxime Paris de Oui. mybizdev.io qui décrivait sa séquence parfaite. C'était il y a pas mal de temps, hein, c'était il y a 2 ans, avec ses petites relances et tout. Aujourd'hui, pour moi, il est impossible de faire une séquence avec 4 relances sur la même personne. Enfin, les gens vraiment n'en peuvent plus. Donc il y a quelque chose qui est à la fois dans la multiplication des sollicitations et des relances, dans la qualité aussi, je trouve, des sollicitations qui sont quand même pas très quali. Et puis bah aussi la conjoncture liée un peu au confinement et au changement avec la façon de vendre, qui t'as moins de levier aujourd'hui pour créer une relation, je trouve, en physique. Enfin moi, quand j'étais chez Wavestone, du coup, qui était le cabinet de conseil dans lequel j'étais, après le premier rendez-vous, il y avait une proposition pour aller déjeuner. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je pense qu'on voit moins la prospection et voilà, le métier de commercial comme ça. Donc, entre guillemets, il faut sortir du lot, il faut trouver d'autres moyens, et c'est aussi pour ça qu'il faut être créatif. Tu vois. Ouais, exactement. Il y avait aussi quelque chose qui était un peu dans le même ordre que manuscrit. C'était, alors ça marche plus avec tes clients, voire tes prospects très chauds. C'est d'envoyer des petits goodies. Tu vois, moi j'avais pris pendant le confinement des cash cam. Donc c'est des Mm. petits cache webcam en fait, Mm. notamment pour éviter que les gens t'espionnent à travers ta webcam.
donc avec ton logo ou un petit message. Et ça, j'envoyais ça à des clients, des prospects aussi très chauds. Et ça leur permettait de se rappeler de toi parce qu'en fait, le cache cam, il est constamment sur ton ordinateur. Donc en fait, c'est une manière de mettre ton logo Super, complètement c'est une superbe idée. en Ouais, permanence à la vue de ton prospect. Et alors quand c'est ton client, c'est encore mieux parce que du coup, quand tu l'appelles pour dire dans 2 mois, votre licence expire, est-ce que vous voulez renouveler, bah, il sait enfin voilà, il est en permanence complètement. devant lui. Donc c'était une Ouais, autre complètement. On idée en de. parlera, je crois qu'on en parlera un petit peu après, mais cette idée d'expérience client, d'expérience Ouais, prospect, c'est aussi le deuxième pan un peu de Manuscrit et de pourquoi on a lancé la solution. C'est que aujourd'hui, pour animer ta relation client, et bah oui, il y a les account managers qui sont censés prendre des nouvelles régulièrement. Oui, tu as les vœux où tu vas envoyer un petit. Mais finalement, c'est difficile quoi, de garder, d'être un peu innovant, ouais. sans forcément investir énormément d'argent sur des gros cadeaux, voilà, de faire des petites attentions qui changent, ou même de pinguer juste ton interlocuteur pour avoir des nouvelles. Et donc, effectivement, la carte manuscrite peut être un moyen de faire ça, mais il y a plein d'autres solutions. Ouais. Bon, on a compris, du coup, vous avez compris qu'il faut sortir du lot pour continuer à être entendu. Maintenant, comment faire pour sortir du lot? Est-ce que toi, tu as déjà... alors là aussi, je sais, j'ai déjà un peu ton avis, on a déjà pas mal parlé pour préparer cet épisode. Est-ce que tu peux donner un peu tes tips pour, notamment quand on n'a pas trop d'idées, mais voilà, pour essayer de mettre les bases Ouais, pour innover dans sa prospection. ouais, C'est quoi, complètement. ce serait le premier pilier, la première étape? Moi, en fait, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'affect, je pense que il faut laisser un peu plus de place, entre guillemets, à la séduction, à l'improvisation dans la vente. Je pense que bah, moi aussi, j'ai implémenté un CRM. Moi aussi, le CRM, voilà, j'ai pris une NoCRM qui me permet de me concentrer sur mes actions et de dire, OK, dans un mois, je vais relancer de cette façon, dans un mois, je vais relancer de cette façon. Euh, mais il faut laisser la place aussi à un petit peu de spontanéité, un petit peu d'improvisation, et puis utiliser voilà, cette séduction. Moi, j'aime me dire qu'à chaque fois que j'ai eu quelqu'un, bah, j'ai marqué cette personne-là. Et c'est difficile, si on ne le fait pas de façon récurrente et régulière, de se poser et de se dire, OK, là, je vais commencer à être un peu créatif, à faire de la séduction. C'est vraiment en s'entraînant et finalement en Ouais. arrêtant de pré-mâcher son discours. Ça m'est arrivé C'est- parfois dans mes métiers de la vente de me dire, oula, mais en fait, là, je pourrais être en fait en off, enfin vraiment poser ma bouche et ça parle tout seul. J'ai mon discours, je réponds à toutes les questions de la même. Enfin, je sais que voilà, ça va matcher, je vais répondre aux bonnes questions, mais en fait, je crée plus rien. Ouais, et puis même quand tu fais, moi ça m'est arrivé une fois, j'enchaînais les rendez-vous visio, les démos, etc. Et j'avais l'impression de dire toujours la même chose. Ouais, Et je me suis ouais, dit, limite, je peux leur envoyer une ouais. vidéo Mais enregistrée, ce sera complètement. pareil. Et Ouais. donc Et même tu pour vois, je suis le, challengé. Pardon, vas-y, Alexandre. Ouais, même pour le vendeur, essayer d'être un peu différenciant, créatif, ça lui permet aussi de renouveler son métier aussi, quoi. Complètement, complètement. Et moi, c'est assez marrant. Je suis assez, j'ai été challengé récemment, plutôt par des personnes, tu vois, assez chevronnées, donc des cibles avec pas mal d'expérience, qui vont te dire, et je pense que plein de sales l'ont eu ce cas-là, qui t'arrêtent en fait dans ton discours pré-mâché et qui te disent en fait, moi, je veux vraiment ton avis. En fait, je veux pas, me sors pas en fait ton truc que tu sors à X personnes. Euh, et même en fait, même si tu as préparé avant presque, de me sors pas ce que tu avais l'intention de me dire, réfléchis par toi-même et presque, tu vois, je ressens moi et dans les campagnes qu'on crée avec nos clients chez Manuscrit, au début on pensait faire un SaaS qui était en fait full indépendant, donc les équipes marketing allaient prendre Manuscrit, allaient faire leur campagne et nous finalement on aurait très peu d'influence dans la vente, si ce n'est d'optimiser un peu tout en digital pour que ça convertisse. Ouais. Très vite avec Tristan, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'est associés, c'est que il s'est rendu compte, Tristan, et moi-même, en faisant plein de rendez-vous, je m'en suis rendu compte que bah, les gens, ils attendaient presque qu'on soit une partie de leur équipe, qu'on brainstorm avec eux, qu'on trouve des idées ensemble et qu'on apprenne à être créatifs ensemble pour utiliser Manuscrit. Franchement, si tu es un sales un peu
classique comme on peut en voir pas mal. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment c'est dans la formation, dans ce qu'on entend aussi beaucoup, tu vois, d'être capable de, de pas forcément de prendre d'initiative, de laisser ça au marketing ou au head of sales, et quand tu es sales classique, de dérouler et d'utiliser ce qui convertit le mieux. Si tu le fais pas régulièrement, c'est impossible de répondre à ces questions et de te retrouver dans une situation de brainstorm, quoi. Ouais. Tu te sens faible, tu n'arrives plus à trouver. Il y a un peu de, tu vois, dans cette démarche-là, il y a un peu, et j'ai commencé moi en étant consultant, il y a cette posture un peu conseil, quoi. Donc, tu vois, tu n'es plus un vendeur et l'idée, c'est plus de positionner tes arguments de vente par rapport à un pain point, c'est de te mettre à côté de ton client et de construire avec lui presque la meilleure façon d'utiliser ta solution, quoi. Ouais, mais c'est vrai que souvent quand on crée sa boîte, son logiciel, etc., on rêve que son produit se vende tout seul, Tout mais seul. c'est assez rare, hein, qu'un produit se vende tout seul. Et donc en général, tu as besoin à un moment donné d'un humain qui, comme tu le dis, surtout en B2B, hein, principalement B2B, tu as besoin d'un humain qui enlève les barrières du prospect pour qu'il Ouais. passe à la case vente et client. Donc on a compris, hein, ne pas hésiter à entraîner sa capacité à improviser, notamment en étant dans une posture de conseil, et aussi peut-être en travaillant, si tu vas nous en parler, ce qu'on appelle le personal branding. Hein, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, c'est on le voit, alors celui on en parle beaucoup, hein, mais celui qui représente le mieux, je trouve, cette dernière tendance, c'est Guillaume Boubèche qui a monté Lemlist, Oui, qui est un peu l'as du personal branding. Donc en entrepreneuriat, on va beaucoup en entendre parler, c'est-à-dire les CEO, les cofondateurs qui vont prendre la parole. On a un autre exemple qui est évidemment Grégoire Gambato, je crois que je dis bien son nom, ouais, de Germinal, de l'agence Germinal, qui incarne le mieux le personal branding. Euh, donc, c'est souvent des gens qui vont être dans CEO, mais finalement, chacun à son échelle a moyen de faire un petit peu de personal branding. Et en fait, chaque sales est d'abord une personnalité qui aime des choses. Et on en a parlé un petit peu, qu'il faut mettre en avant. Il faut pas, et même dans la posture de vente, il faut revendiquer sa manière de communiquer, de se présenter. Oui, on a tous des petits écueils. Moi, parfois, en rendez-vous, je suis un peu foufou. Je parle dans beaucoup de choses, comme on peut peut-être le voir d'ailleurs dans ce podcast. J'ai plein d'idées. Et c'est pas grave, faut l'assumer. De toute façon, il y a une part de euh, il y a certains clients que tu signeras, moi je pense jamais, ou que voilà, avec qui ça matchera jamais. Faut l'assumer. Et il y en a plein d'autres qui vont accrocher sur ton personnage, qui vont te faire confiance, qui vont aimer ta façon parce que tu es impliqué pour eux, parce que tu es toi-même, parce que plein de choses. Et pendant très longtemps, dans mon premier métier, j'avais l'impression de mettre, et je le mettais d'ailleurs, littéralement un costume pour aller au travail. Et ils en ont beaucoup souffert. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui dans leur travail qui entre guillemets, mettre un petit peu le frein sur ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, et voilà, et comment ils aimeraient être au travail. Et pourtant, je pense qu'il faut se libérer et assumer voilà, cette partie personal branding, l'exprimer comme on le souhaite, hein, pas forcément sur LinkedIn avec des posts toujours les mêmes, la même façon d'écrire, le soi-disant copywriting qui cartonne sur LinkedIn. Euh, c'est pas forcément ça l'idée, mais on peut le faire de différentes façons, effectivement, dans une séquence d'emailing, dans sa façon de se présenter, voilà, moi je suis heureux quand j'ai fini un call, pas forcément parce que j'ai eu un super lead, mais parce que j'ai matché avec la personne en face, parce que je me dis qu'on va pouvoir se repartager des trucs, parce que c'est aussi une façon de créer une relation, et je sais que c'est des gens que je garderai longtemps, qui vont revenir sur ma solution, qui vont me recontacter pour avoir des conseils, et avec qui j'arriverai après peut-être à faire du business. ouais. Mais c'est vrai que cette question du personal branding, elle est pas si simple, je pense, quand tu es salarié, parce que tu vois, tu as cité Guillaume Houbèche ou Grégoire Gambato, ils sont CEO de leur boîte, ils sont patrons en fait, et donc ils peuvent se permettre de prendre un peu des risques, de se mettre en avant, etc. Quand tu es commercial, c'est un peu plus compliqué. Alors je sais que par exemple, Lemlist demande à ses commerciaux De le faire, de ouais. poster une fois par jour sur LinkedIn. Et donc, je pense que ça va venir, que les boîtes vont laisser un peu de champ libre à leurs salariés pour communiquer. Mais c'est encore très, on va dire, start-up. C'est-à-dire que dans des boîtes traditionnelles, tu as peur de parler parce que en Sûr, gros, tu vas te mettre en danger et on va te shooter si tu dis quelque bien chose sûr. qui est.
qui est pas en mais c'est pour accord ça avec que le ton de la boîte. je pense que voilà, c'est aussi un message entre guillemets que je partage au head of sales ou au CEO de voilà de pousser un peu les salariés aussi à s'exprimer et ils n'en seront que mieux finalement dans leur job et dans leur quotidien. Et puis c'est pas forcément par des posts LinkedIn, mais en fait moi je Oui, considère que dans ta façon d'être en rendez-vous, dans ta façon, tu peux exprimer ta personnalité et c'est une sorte de personal branding aussi que tu exprimes. Il y a mille façons. L'idée de créer un petit groupe avec, tu vois, des gens à qui tu partages des techniques, bah, finalement, tu deviens leader un petit peu de ton petit groupe. Il y a plein de façons de le faire et de travailler un peu sur qui on est et ce qu'on peut apporter un peu à. Mais ça peut être même dans la communauté, tu vois, entre sales, il y a moyen de créer pas mal de choses. ouais, très bien. Très bien. Est-ce que, avant de passer aux questions de la fin, tu voulais aussi peut-être me parler de quelques outils pour devenir, on va dire, créatif et innovant dans sa prospection? Ouais, alors c'est assez classique, hein, mais Ouais, l'idée c'est aussi de se dire, euh, on a tendance à utiliser toujours les mêmes outils. C'est un peu de se challenger sur ces outils, de pas hésiter. Moi, j'étais assez frileux au début sur tester des nouveaux outils et investir aussi dans les outils. Souvent, il y a un mois gratuit, ça permet de tester, de trouver des nouvelles idées. On n'implémente pas, mais voilà, c'est aussi cette idée. Alors, ça se fait souvent avec le marketing, mais de ne pas hésiter à tester de nouvelles choses. Évidemment, il y a plein, on en parlera peut-être après, des outils de veille qui permettent de le faire, mais aujourd'hui, de dire à son équipe de sales ou de marketing, ça peut être un junior ou un stagiaire, chaque semaine de venir avec un nouvel outil ou une nouvelle idée qu'il a vue sur Product Hunt, la grosse letter ou je ne sais quoi, et qu'on peut tester. Je pense que c'est une bonne démarche pour se réinventer et être créatif. ok, très bien. Donc, Growth Letter, Product Hunt, les podcasts. Ben, ça va m'amener aux questions de la fin. Tout ça, avant de passer aux questions de la fin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Non, mais cette idée d'innovation dans la prospection? ouais, cette idée aussi tu vois, je trouve que au-delà de la première accroche sur lequel on s'investit beaucoup, tu vois, on cherche souvent le premier contact et on se dit, OK, il faut qu'il soit marquant. Ça, c'est OK. Dans 95% des gens, des sales se posent cette question, comment je peux être différenciant sur cette partie-là. Mais en fait, c'est pas fini après la vente et on va oublier. Et c'est, comment il s'appelle j'ai vu dans un de tes podcasts que j'ai écouté, Harry Marteau, il me semble, Ouais, qui parlait des sales engagement de plateforme et donc de cette idée d'expérience prospect. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a le copywriting de cette expression-là, mais je l'utilise de plus en plus, créer une expérience prospect, ouais. notamment pour vendre manuscrits. Euh, mais aujourd'hui, pour relancer ses clients, je trouve qu'on va sortir un peu, bah, je parlais du CRM, les relances classiques, la relance LinkedIn, mais on peut aussi être hyper innovant et créatif dans ses relances et dans sa relation prospect et créer finalement une expérience. Alors, manuscrit peut être une idée, hein, d'envoyer une petite carte au bon moment. Là, j'ai fait une petite séquence, enfin, une petite automatisation où en gros, je collecte, quand je reçois un message automatique qui me dit congé maternité sur une personne que je target, je vais aller collecter cette info-là et je vais noter la date et je vais faire un petit message de retour avec un petit message. Alors ça peut être risqué, hein, mais voilà, une petite lettre pour son client, une petite lettre, un petit cadeau. Client ou prospect qu'on travaille depuis pas mal de temps, je trouve que ça a vachement de valeur. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit ping à une superbe solution si vous voulez faire des cadeaux clients que j'ai découvert Léonie, ça s'appelle Jeudi Merci. Et un peu à la même façon qu'on peut automatiser l'envoi de cartes manuscrites avec manuscrits, et bah il y a moyen de faire des choses aussi sur les cadeaux clients. C'est toujours un peu une tannée de faire des cadeaux clients, de les faire livrer et tout. Jeudi Merci, c'est une super plateforme qui permet de tout faire et de monitorer un peu ces cadeaux. Donc il y a moyen aussi dans le CRM d'aller mettre, tu vois, de l'info. On parlait de qu'est-ce qu'aime ton client, qu'est-ce qu'il aime, bah, d'aller mettre une particularité qui n'a rien à voir avec le travail pour faire des relances liées à ça. Euh, voilà, je trouve qu'il y a moyen de créer un peu plus d'innovation dans l'expérience que de se noter dans 2 mois qu'il faut juste rappeler pour dire vous en êtes tout dans votre réflexion. Je trouve que tu vois, en termes d'expérience prospect, il y a moyen de faire pas mal de choses. Ouais, et puis parfois on se rend pas compte qu'on a des sources de leads qu'on n'exploite pas. Et tu Complètement. vois, la semaine dernière, j'ai repris mon interface Calendly.
Ouais. J'ai regardé, donc j'ai dû faire 300 rendez-vous là, la dernière année, ou enfin les deux, en 2021-2020. Et en fait, j'ai tout repris. Et j'ai juste envoyé, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à me contacter pour faire un point sur Ouais. vos formations, puisque moi je suis dans la formation. Et tu vois, là, j'ai déjà trois rendez-vous Calé, ouais. programmés, calés, grâce à cette petite relance de lignes. Hein. Et juste pour dire, euh, voilà, je suis là, je pense à vous. Enfin, je pense à vous. Est-ce Ouais, que ça vous intéresse qu'on rediscute, quoi? Parce qu'en complètement. fait, Ça, t'as raison. des fois, tu fais des rendez-vous, la personne trouve ta solution intéressante, mais c'est pas le bon timing, tout simplement. Et toi, tu as l'impression que bah, c'est un deal gâché qui va pas se faire, alors qu'en fait, c'est juste une question de timing. On en parle beaucoup aussi dans ce podcast. Et donc, bah voilà, ne pas hésiter à reprendre ces anciens leads et puis leur faire un petit ping, comme tu dis. Alors, soit par un mail, soit par une lettre manuscrite, soit par un cadeau si vous êtes un peu plus structuré. Ouais. Mais Ouais, c'est et des. en Ah, restant, et là encore, en restant un peu créatif, quoi. Essayer de ouais. tout, on est toujours dans voilà, cette idée de ne pas faire les relances. En fait, on est toujours dans la comparaison avec ce que font les autres, entre guillemets. Bah, faut pas hésiter à marquer cette différence aussi sur les relances. Euh, on peut automatiser certaines choses et garder aussi voilà, de l'authentique, pousser du contenu, envoyer une petite attention. C'est des choses qui, franchement, créent la relation et font basculer certaines ventes. Ouais, et puis on n'en a pas parlé, mais tout ça, tous ces efforts que vous faites, ça a participé au bouche à oreille, qui est sans doute le levier marketing le plus puissant. Et ça va valoriser ta marque. Ouais. Moi, voilà, je parle de HubSpot souvent parce qu'ils m'ont fait ce fameux mail vidéo qui m'a marqué. Du coup, Ouais. je les cite quasiment à chaque épisode. Et du coup, juste parce qu'ils ont fait un petit hack créatif dans un envoi de mail, je les cite beaucoup, quoi. Et Ouais, pareil ouais, complètement. quand tu passes dans ce podcast parce que justement, tu as aussi fait cet effort-là, quoi. Ouais, complètement. Non, non, mais et c'est aussi, bah, tu vois, on parle de l'expérience prospect, quand tu passes après dans l'expérience client, pareil, quoi. Qu'est-ce qu'on met en place Ouais. pour nos clients? Il y a des boîtes qui cartonnent là-dessus. Voilà, j'ai eu une boîte récemment qui était assez disruptive dans le marché de l'immobilier. Voilà, après la signature d'un appartement ou lorsqu'ils donnent un mandat, ils vont mettre les efforts pour que le client il se rappelle de la marque. Et c'est difficile de mesurer aujourd'hui, tu vois, en termes d'impact. Et c'est souvent ce que je réponds aussi sur l'expérience client avec les cartes manuscrites. C'est pas toujours facile de se dire, OK, est-ce que j'ai un retour sur investissement direct de ce que je vais mettre en place? Mais en fait, on se rend compte que les marques qui mettent cet effort-là, derrière, en termes de bouche à oreille, en termes de recommandations, ça se valorise. On a une autre cible chez Manuscrit qui sont les vendeurs Amazon. Un des enjeux pour eux, c'est les avis clients. Donc en fait, ça existe aussi sur des services B2C, B2B qui vont être sur Trustpilot par exemple ou Avis Vérifié. Comment faire pour avoir un avis client et solliciter les avis clients? Bah, aujourd'hui, moi, j'en reçois des avis vérifiés avec le mail automatique avis vérifié. Je peux te garantir que je pense que j'ai pas mis un avis depuis 3 ans parce que c'est toujours le même mail, qu'il n'y a rien de personnalisé. À l'inverse, avec des vendeurs Amazon, on a fait des tests. On envoie une petite carte personnalisée 2 semaines après l'achat en disant, avec ce côté un peu artisanal, parce que c'est écrit au stylo, que dans le message aussi, on montre qu'on est une petite boîte, qu'on a besoin de ces avis-là. Aujourd'hui, une personne sur 5 après la réception de cette carte-là, va mettre un avis qui est évidemment positif, puisqu'on va pas, lorsqu'on reçoit une carte comme ça, on va pas, sauf vraiment en étant très méchant, aller mettre un zéro sur Amazon. Une personne sur 5 met un avis de 5 étoiles, et ça représente énormément de ventes d'avoir un avis. Donc ces petites attentions, elles vont valoriser la marque, elles vont augmenter la notoriété, elles vont augmenter le bouche à oreille. Et ça aussi, je trouve que on met tout souvent sur les account managers en disant bah, c'est à vous de relancer vos clients, de prendre des news, d'aller faire de l'upsell. Mais derrière, on leur met pas forcément des moyens qui leur permettent et d'automatiser et de créer cette expérience un peu client. Ouais, c'est vrai on le dit souvent, hein, c'est plus facile de fidéliser un client que d'aller en chercher un nouveau. En tout cas, ça coûte moins cher, mais encore faut-il le faire et bien le faire. Exactement, exactement. Et trouver le juste milieu entre effectivement
cette façon d'automatiser des choses et puis et d'avoir un discours bien travaillé, voilà, homogène entre les sales et puis laisser un peu d'authenticité et de liberté aux sales. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions de la fin? Non, écoute, t'en as un peu parlé aussi. Je me rends compte de quelque chose qui marche très très bien en ce moment et j'ai vu un super podcast, pas un podcast, un webinar que je recommande de Scalesia avec Sonia, il me semble, qui travaille chez Gorgias et qui parle d'event-based marketing. Donc, bon, c'est du marketing, mais en fait, pour les sales, c'est aussi très pertinent, qui est de se dire, en fait, tu contactes ton prospect au bon moment par rapport à un événement qui se Ouais, passe. Alors, tu peux plus ou moins l'automatiser, mais déjà, il y a des choses très faciles à mettre en place. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait avec toi, il me semble, Alexandre, c'est oui, que dans ma façon de te contacter, c'est qu'en fait, j'ai identifié que tu participais à un événement autour de la prospection, un événement de YouMind School, je crois, ouais, c'est ça, à ouais. l'époque, et que je t'ai sollicité en disant, j'ai vu que tu participes à cet événement, donc je pense que tu as peut-être un enjeu de développement, donc j'ai une solution qui peut t'aider. Ouais. Et effectivement, sur cette campagne, alors Human School n'était pas content et ils m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas C'est contents vrai. que je fasse ce petit hack qui, en fait, est juste, j'ai sorti la liste des participants au webinar et je les ai contactés de cette façon-là. Mais j'ai jamais eu autant de retours que sur cette campagne-là et des retours vraiment positifs parce que je répondais sur le moment en utilisant un event et vraiment un signal très fort du moment pour contacter ces gens et leur proposer une solution qui répondait à leurs besoins. Donc voilà, pas hésiter à utiliser des signaux voilà, je recommande ce webinar. Alors eux, ils sont très poussés, ils automatisent beaucoup de choses. Donc c'est Sonia et c'est Scalesia, ça s'appelle Vacarme le webinar. Webinar. Et c'est vraiment superbe. Ça peut être voilà, détecter des recrutements liés à à une solution voilà, que vous vendez. Ça peut être la participation à un événement, on en a parlé, l'utilisation d'un outil. Il est possible de savoir aujourd'hui ce qu'utilisent des gens et des boîtes, ce qu'elles vont utiliser, ce qu'elles arrêtent d'utiliser. Et à ce moment-là, vous pouvez arriver au bon moment. Il y a pas mal de choses. Nous, par exemple, sur le crowdfunding, on sait que ceux qui font des campagnes de crowdfunding, ils sont en train de créer une communauté, ils vont se lancer ou ils essaient de renforcer leur communauté. Et ben, écrire une petite carte manuscrite après une campagne pour remercier ses contributeurs, c'est un signal hyper fort. Donc voilà, ce petit, pareil, dans la créativité, bah, se poser, brainstormer sur quels sont les signaux qui peuvent être intéressants et sur des events qu'on peut aller chercher, c'est aussi quelque chose que je recommande. Ouais, très bien. Donc effectivement, allez voir ce que font Scalesia. Mais le fondateur Benoît Dubos est passé deux Ouais, fois dans le podcast ouais, je déjà, Les sais, Rôles à vendre. j'ai vu. Donc Ouais, ils sont très très forts. Et c'est une très bonne source pareil, ils ont des petits hacks qui m'ont fait beaucoup sourire et que j'ai testé un petit peu. Ils sont très très bons pour trouver des nouvelles idées aussi. ouais, exactement. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup pour ces infos. On va passer aux questions de la fin. J'en ai remanié quelques-unes. Donc bon, celle-là, je ne l'ai pas remaniée. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller? Donc tu viens de nous parler de Vacarme, de Scalesia. Est-ce que tu as d'autres choses? Ouais, sur les livres, j'essaye de. Voilà, je lis pas beaucoup de bouquins théoriques, pour être honnête, sur la vente. Je sais qu'il y en a plein qui sont extraordinaires, Ouais, mais je lis plutôt des romans, en fait. Du coup, quand j'ai ouais, besoin de lire, j'en ai un néanmoins que je recommande sur. C'est à cheval entre le marketing et la vente, mais ça s'appelle Traction de Gabriel Weinberg. Et c'est cette idée de dire, OK, il faut que je teste plein de canaux, je crois qu'il y en a 19 à tester, et que j'identifie mon canal qui fonctionne hyper bien et que je mette de l'énergie dessus. Ça rejoint un peu voilà, toute cette tendance plutôt, plutôt identifier un canal et bourriner sur ce canal-là. Ça donne des idées pour le sales aussi, je trouve. Moi, ça m'a ouais. donné des idées et ça m'a fait tester pas mal de choses. Après, moi, un des enjeux que j'ai, c'est le temps, hein, comme beaucoup, je pense, d'entrepreneurs et de sales. Il y a la 25e heure, je ne sais plus qui l'a écrit, je suis désolé, qui est sur la productivité et qui m'a permis de découvrir pas mal d'outils qui me font gagner beaucoup de temps. Et après, sur l'entrepreneuriat, il y a un bouquin que j'ai adoré qui est le bouquin du fondateur de Criteo, qui est Jean-Baptiste Rudel,
qui raconte un peu. Je crois que le livre, ça s'appelait On m'avait dit que c'était impossible, quelque chose comme ça, Ouais, et c'est que je ça, ouais. recommande, qui est hyper sympa. C'est ça. Bah, écoute, merci, j'ai les trois. Et d'ailleurs, le Traction, figure-toi qu'il est juste devant moi, là, sur mon bureau. Ah oui. Je suis en train de le lire. Ah Effectivement, bah voilà. c'est intéressant pour avoir des idées et, comme tu dis, tester différents canaux d'acquisition. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Après, ouais, sinon, en ce moment, je lis Tanin, qui est une superbe revue qui vient de commencer, qui vient de sortir et que je recommande à tout le monde sur le vin, pour tous ceux qui aiment Ah, le vin. Hyper ok. sympa. Et Gueuleton aussi, sur la bouffe. Parce que bon, c'est bien de vendre et de travailler, mais voilà, il y a aussi, il y a aussi le reste à côté. Donc, je recommande vachement ces deux revues. Je fais une petite pub pour eux. Ok, bah écoute, on ira voir ça. C'est Gueuleton, c'est ceux qui font aussi des vidéos, non? Sur. Ah bah, Genre alors ça, je tu sais sais pas du pas? tout. C'est possible, hein, je sais, mais pour le coup, bah, je l'ai Sur sur les mon. réseaux, sur les Ouais. réseaux, là, il y a une sorte d'influenceur gastronomique qui cartonne. C'est des mecs qui font des gueuletons, quoi, donc avec du fromage, de la viande. Et apparemment, ça marche beaucoup. Ils ont peut-être lancé leurs médias, donc Ok, et ben ramener j'irai du voir papier. aussi. Tu vois, j'étais juste sur le. Je crois que j'ai acheté le premier numéro en juillet ou en juin, si je dis pas de bêtises. Ok, ça marche. Et tu voulais aussi me dire que tu m'avais dit le bouquin, ton livre préféré, c'était. Ah oui, c'est Le Tour du Malheur de Joseph Kessel, qui est une superbe aventure humaine. Alors, c'est sur un avocat dans les années 30, si ma mémoire est Ok. bonne, dans les années 20, qui est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. Grande aventure. Bon, bah super, on va commander ça chez notre libraire préféré. Exactement, exactement. Ensuite, est-ce que toi, tu as des outils, donc on a bien sûr manuscrit, mais est-ce que tu as d'autres outils qui t'aident au quotidien? Ouais, je pense que bon, je vais rien réinventer, mais du coup, je te parlais du livre La 25e heure qui m'a fait découvrir quelques outils. Et il y a un des outils qui s'appelle Alfred, qui est une petite app pour macOS, une app de productivité qui permet de faire pas mal de choses. Voilà, un truc tout bête, mais en fait, quand tu démarches et quand tu fais des séquences et quand on te répond, bon, tu as toujours un peu les mêmes questions, au moins pour une première accroche, d'avoir des petits snippets qui te permettent, avec un petit raccourci, de mettre l'information et d'écrire hyper vite. Voilà, c'est des choses toutes bêtes et l'outil en a plein, plein, plein. Ouais. Des mini fonctionnalités qui te font gagner du temps. Donc ça s'appelle Alfred. Je recommande. Je crois que c'est un achat en one shot et après tu as une licence à vie. Et évidemment, après, je vais utiliser, mais je pense que beaucoup l'utilisent Zapier pour pas mal de choses, que j'ai connecté à Slack pour plein de trucs, que j'ai connecté à Lemlist, que j'ai connecté à Manuscrit, parce que un des enjeux et un des pain points qu'on voulait faire enlever chez Manuscrit, c'est évidemment d'enlever ce côté chronophage. Et donc l'idée, c'est de créer des scénarios automatisés. Et Manuscrit aujourd'hui, du coup, via Zapier, on a aussi API ouverte, se connecte à plus de 2000 applications et on peut faire beaucoup de choses, du coup, et automatiser beaucoup de scénarios. Donc l'idée, c'est de créer sa séquence, un peu comme l'emailing, son design, et ensuite d'avoir progressivement une remontée de contacts par Zapier ou par API. Et nous, derrière, on va venir envoyer les cartes au compte-gouttes. Donc ça, c'est la partie scénario automatisé. Donc Zapier, super outil. Voilà, moi, j'ai des séquences qui partent de l'Emlist. Quand la personne clique plus de 3 fois, elle va recevoir une petite carte personnalisée. Et il y a plein, plein, plein de scénarios à imaginer et qui peuvent être très sympas. Donc Zapier, super outil, évidemment. Et je sais que c'est beaucoup utilisé par les growth marketeurs et les marketeurs, mais peut-être que les sales aussi devraient mettre le nez dedans pour gagner du temps sur leur quotidien. Ok, bah écoute, merci. Tiens, on va inaugurer une nouvelle question. Pour toi, la vente dans 5 ans, ça ressemblera à quoi? Oula, la vente dans 5 ans. On va faire un peu de science-fiction. Allez, 5 ans, Ouais, c'est dans ouais, 100 ouais, ans. ouais, c'est bien, c'est bien. Bah, attends, nous, avec les robots qui écrivent des cartes, déjà, tu vois, on est un peu Ouais, dans cette science-fiction. Je pense que, paradoxalement, je pense qu'on va automatiser de plus en plus de choses, mais que ce qui closera le plus, et on en a pas mal parlé, je pense que c'est l'émotion. Enfin, toujours être plus émotionnel, toujours être plus créatif. L'affect aussi, je pense que finalement, voilà, avec de plus en plus d'outils de productivité, d'automatisation, et ben, on a aussi besoin, que ce soit dans notre quotidien, mais aussi dans nos interactions professionnelles, d'avoir plus d'affect. Donc je recommande vraiment
tous les sales qui nous écoutent, d'avoir un grand smile, voilà, moi, tous ces trucs un peu de routine. Alors, je comprends qu'on en ait besoin et d'ailleurs, j'aimerais être plus organisé et faire un peu. Mais finalement, ma routine, moi, c'est un peu de pas en avoir, de me lever avec un grand smile et parfois, quand j'ai envie de faire quelque chose, de le faire. Peut-être que je perds un peu de temps, peut-être qu'effectivement, je suis moins une machine, mais c'est pas grave, j'ai des machines pour faire d'autres choses et accélérer sur d'autres choses. Donc voilà, plus d'affect, je dirais, sur la vente dans 5 ans. Ok, il y aura peut-être des centres d'entraînement pour être meilleur dans l'affect Exactement. Bah ou des ouais, non, mais tu vois, d'être plus, ouais, la sensibilité, c'est un truc ouais. qu'il faut travailler, quoi. Je pense que le commercial à l'ancienne, avec son script, tu vois, je crois pas que ce soit, voilà, l'avenir de la vente. Ouais. Bah écoute, ça marche. Merci pour cette petite science-fiction. C'était très Ouais, sympa. Bon, on se rend compte on y est déjà. On parlait énormément de soft skills pour les vendeurs. C'est exactement ça en fait, hein. exactement, exactement. Très bien. Et enfin, deux dernières questions. Si tu pouvais te donner un petit pouvoir dans ton... Vu que tu es un héros de la vente, est-ce que si tu pouvais te donner un pouvoir en plus que ce que tu as déjà dans tes compétences, ce serait quoi? Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, pardon, tu inviterais qui? Oh. Sur la bague. J'aurais dû le savoir parce que j'ai écouté plein de podcasts, effectivement, et à chaque fois tu poses ces questions-là, et j'aurais dû. Sur la baguette magique, bah, c'est un peu, je reconnais, c'est un peu le pendant de ce que je disais avant, c'est-à-dire plus d'affect, être un peu, tu vois, entre guillemets, être pas toujours très organisé. Bah, j'empathie aussi, donc peut-être avoir à la fois plus de temps, tu vois. J'ai tellement d'idées, j'aimerais mettre en place tellement de choses. Si je pouvais étendre un petit peu le temps, parfois sur des journées, ce serait magnifique, Ouais. sans forcément que ça impacte ma soirée avec ma femme et mes 2 enfants, ou tu vois, ce serait magnifique. Et être plus organisé, mais bon, tu vois, je savais, c'est assez marrant, j'ai fait un bilan de compétences quand j'étais au lycée. Et effectivement, l'organisation était tout de suite décelée comme pas vraiment top. En revanche, on m'avait dit que j'allais être sales, tu vois. Et on m'avait dit sales ou comédien, tu vois. C'était un des deux. Comédien, peut-être un jour, hein, je sais pas, peut-être en reconversion. Mais voilà, plus de temps et être plus organisé, ce serait pas mal. Et inviter quelqu'un sur le podcast, oh là, voilà, là, je t'avoue que je bah, qui pourrait être intéressant. J'ai peur de dire quelqu'un et qui soit déjà venu, et tu vois, et ça risque d'être Bon, c'est pas embêtant. grave, hein, s'il est Euh, déjà venu. non, écoute, qui m'avait marqué, j'ai pas d'idée là, Alexandre, qui me viennent. Donc si je te repartagerai ça si jamais j'ai une idée, mais là j'ai personne qui me vient. Ok, bah Ah là, écoute, je sais qui vas-y. j'aimerais. Même si ça va être, je pense, compliqué. Moi, quelqu'un qui m'avait. J'ai fait une école de commerce assez classique, j'ai fait le Lyon, et on avait étudié une négociation qui avait lieu dans le cadre du rachat de Bouygues et de M6. Euh, Bouygues par M6, enfin, je me rappelle plus exactement qui étaient les. Mais il y avait Bernard Tapie dans la négociation. Et Ah je oui. peux te dire qu'en termes de vendeur, avec de l'affect et de l'émotion et de la créativité, ça, si tu pouvais l'interviewer, alors je sais qu'il est un peu malade et que voilà, mais lui, je serais curieux de savoir ce qu'il pense de la vente aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça serait un sacré invité. J'en avais parlé à Mathieu Stéphanie, là, qui est un peu Ouais, le pape du podcast en ce moment en France, et ouais, il m'avait dit qu'il avait essayé de l'inviter, mais que effectivement il est malade, et ouais, notamment compliqué. au niveau des cordes vocales, c'est pas terrible, donc Ouais. c'est compliqué pour lui de tenir une heure d'interview. Ouais, mais c'est vrai que bah, je sais, si je retrouve la vidéo, je la partagerai parce que c'était une vidéo qui a été, je pense, sur YouTube. En fait, ça avait été filmé la vente, une partie de la vente, et c'était grandiose. Ça m'avait marqué. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de cours que j'ai retenus parce que j'ai pas fait grand-chose en école et j'ai plutôt fait la fête, pour être honnête. Mais ce cours-là m'avait marqué et cette vente-là m'avait marqué. Bah, écoute, très bien, bah, on ira voir, et puis si jamais j'ai une opportunité, je lui proposerai. Merci beaucoup Yacine d'avoir participé à ce podcast. On a dépassé l'heure, tu vois, tu vas être Ouais. dans Ouais, je parle les, beaucoup. podca- Je suis les désolé, mais c'était podcasts un les vrai plus longs, plaisir. mais ouais. Mais en tout cas, on a appris pas mal de choses. Je pense que les auditeurs
sortent de ce podcast avec beaucoup d'idées à appliquer dès maintenant. Donc, c'est idéal pour eux. Yacine, si on veut te joindre, on te joint directement sur LinkedIn, j'imagine. Ouais, LinkedIn via mon adresse mail yassine@manuscrit.com, manuscrit avec un Y à la fin. Ça marche. Bon, on mettra le lien de votre site web dans les notes du podcast. N'hésitez pas à mettre 5 sur 5 si ça vous a plu, ce podcast. Et puis allez voir aussi, on a créé une chaîne TikTok pour faire comme les gens. Et puis il y a toujours la newsletter, les chroniques de la vente, si vous voulez avoir des infos chaque mois gratuitement, notamment sur des outils comme celui de Yacine. Et puis, on a aussi sorti un playbook de vente. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une sorte de guide pour créer votre prospection, vos scripts et pour apprendre à mieux négocier. Voilà, Yacine, à bientôt. Merci encore. À bientôt, Alexandre. Et bonne continuation avec Manuscrit. Merci à toi aussi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vive.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!